S'agissant de l'INRA, à l'INRA, il y a toutes sortes de gens. Les chercheurs, les économistes, dont les économistes ultramlibéraux aussi. J'en ai croisé. Et donc, il y a aussi le fait que les crédits publics étant rares, l'INRA est souvent cofinancée par des firmes qui ont des intérêts à faire valoir. Et donc, ça pèse sur l'indépendance des chercheurs, par exemple. Et il y a des recherches qui ne sont pas susceptibles de générer des profits suffisants et donc dont on ne prouve pas les résultats, à mon avis. C'est ce qui est arrivé, évidemment, au rapport de Jacques Colli paru en 1978, mais ce qui arrive aussi à ceux qui ont travaillé sur la promotion de l'agroforesterie dans l'indifférence générale, y compris à l'INRA. On en parle depuis peu, mais les mêmes travaillent depuis un quart de siècle avec des résultats absolument intéressants. S'agissant à tel point, enfin, il y a le fait que les gens aussi quittent l'INRA parce que ils trouvent que, évidemment, la recherche est quelquefois dévoyée, ou bien les choses intéressantes ne sont pas produites à leur juste mesure. J'imagine que Claude Bourguignon a quitté l'INRA là-dessus, Michel Griffon également, Marie Fumier aussi, et sont allés donc produire leur réflexion ailleurs. S'agissant de Claude Bourguignon, j'ajouterais que, puisque la question a été posée, je pense qu'il fait un travail remarquable au niveau de l'analyse des sols et l'importance qu'il faut accorder au sol. Et en même temps, je me méfie des fois de ses arguments, parce que comme il a un business à défendre, il a tendance à taper et à démolir tous ceux qui ne pensent pas comme lui, y compris des gens comme Michel Griffon. Donc, il y a peut-être d'autres choses, mais je ne connais pas tout. Mais enfin, j'ai eu ce sentiment-là. Donc, voilà. L'exemple de Béziers est absolument caractéristique, ouais, sur le fait qu'en un siècle, on ait multiplié comme ça par 20 à peu près. Donc, l'artificialisation des terres agricoles. Alors, moi je ne prône pas que l'on se prive totalement de viande, mais je pense qu'on peut diminuer considérablement la consommation de protéines animales, parce que nous avons besoin d'avoir des animaux, y compris pour valoriser certaines terres agricoles. Vous avez des terres qui sont trop pauvres pour être cultivées, et donc il vaut mieux avoir des vaches là-dessus, avoir du lait, avoir du fromage, et puis comme les vaches, pour faire du lait, donnent un veau tous les ans, il y a un veau mâle sur deux, et donc soit on tue le veau, soit on tue le taureau à 2 ou 3 ans, et puis les vaches de réforme, je pense qu'on ne va pas leur faire des cimetières, donc il vaut mieux les manger, pareil pour les moutons, etc. Donc je crois qu'il faut trouver quelque chose de raisonnable, mais il faut sortir de ce système où on dit qu'on produit de la viande. Moi je dis qu'on élève des animaux. Quand on produit de la viande, eh bien oui, c'est des poulets en batterie, c'est des cochons absolument dans des conditions difficiles. Il y a parfois des gens, par exemple, qui s'indignent que l'on garde les canards et les oies. On peut débattre de ça. Mais figurez-vous que la vie d'un canard et d'une oie, dans les semaines qui précèdent le gavage, lequel dure 2 semaines, ils ont plutôt une belle vie par rapport aux poulets standards dans leur poulailler, par rapport aux truies reproductrices dans les porcheries. Donc il faut relativiser là aussi. Ensuite, Stéphane a dit un certain nombre de choses. Moi je pense que l'agriculture peut créer beaucoup d'emplois. Si on relançait les châtaigneraies par exemple, la châtaigne, le châtaignier, c'est un arbre qui pousse sur les terres acides, sur les terres pentues, n'importe où, et qui peut produire 2 à 3 tonnes de nourriture à l'hectare. Et si les humains ne mangent pas cette nourriture, les cochons, les brebis peuvent la
c'est une façon de valoriser les terres difficiles pour produire des compléments de nourriture. On ne va pas revenir au 19e siècle où la châtaigne était l'aliment de base de la population paysanne dans un certain nombre de régions. Mais si au lieu de consommer 200 grammes de châtaigne par an, le Français moyen en mangeait 5 ou 6 kilos, ça changerait déjà un certain nombre de choses et on aurait moins de pression sur les céréales par exemple. Donc, l'agriculture du XXIe siècle, ça va être ça aussi. Puits de carbone, les arbres, production arboricole qui vient en supplément de la production des plantes annuelles cultivées directement. C'est tout ça qui va faire qu'on va pouvoir nourrir plus de monde avec la terre qui va encore diminuer en superficie parce qu'on va continuer d'urbaniser dans un certain nombre de pays, peut-être y compris chez nous, plus que de raison. Mais voilà, après, les AMAP, oui, ça entraîne sans doute un peu de bénévolat, et puis je dirais que c'est tant mieux, parce que s'il n'y avait pas ce bénévolat, peut-être que les AMAP ne survivraient pas. On est dans le système libéral tel qu'il est, c'est dans celui-là qu'il faut essayer de faire progresser, tant qu'on ne l'a pas aboli, des alternatives à ce système lui-même, et donc ça passe sans doute aussi par ces formes-là, et par du bénévolat, même si on peut regretter alors un service public d'alimentation, pourquoi pas, mais je pense qu'on n'en est pas encore là tout à fait. Comment ça peut venir, je ne sais pas. Deux remarques pour finir. Quelle heure il est là? Il met 2 minutes. Bon, deux remarques pour finir. Comment vous dire pour que le paysan retrouve son autonomie, oui, il faut qu'il se libère un peu de l'influence de tous ceux qui l'influencent depuis des décennies. Et ceux qui l'influencent depuis des décennies sont ceux qui ont les choses à lui vendre. C'est-à-dire des crédits pour la banque, du matériel pour les marchands de matériel plus que de raison, des engrais et des pesticides pour les coopératives et les autres marchands. Par exemple, moi je pense que la surprise des 52 premiers hectares, ça peut être positif suivant ce qu'on en fera, ou ça peut ne rien changer. Si un producteur de lait qui va toucher d'ici 2019 100 € de plus par hectare, donc, et par an, sur 52 hectares, ça fait un petit paquet. Mais s'il garde le même système de production maïs-soja importé pour produire plus de lait, peut-être qu'il gagnera plus mal sa vie au bout de 5 ans qu'il ne la gagne aujourd'hui. Si en revanche il se dit « je ne vais pas produire plus de lait, mais je vais produire à moindre coût et je vais utiliser pour ça les aides que je vais recevoir en plus pour modifier les assolements, produire de la luzerne, etc. Peut-être faire un séchage en grange pour le foin de luzerne et ne plus acheter du soja. Je pense qu'au bout de 5 ans, il aura réussi une conversion, même s'il produit un peu de lait, un peu moins de lait, c'est pas grave ça. Si le prix de revient est nettement plus bas, il gagnera encore mieux sa vie. Donc, c'est ce genre de calcul qu'il faut faire aujourd'hui. Mais, comme je connais par exemple les syndicalistes FNSEA de la Fédération nationale laitière, qui ne sont pas des mauvais bourgs, mais qui sont dans un système de pensée avec des œillères, je ne pense pas que c'est ça qu'ils vont conseiller à leurs adhérents. Elle est où, Bernadette? Elle est partie? Ah ouais. Oui, Bernadette a dit que les céréaliers bio gagnaient mieux leur vie que les céréaliers en culture intensive. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est en bio, on ne peut pas être seulement céréalier. Et je vais faire référence à celui qui vient de quitter à Philippe Collin, porte-parole de la Confédération paysanne. Il était céréalier bio, il était porte-parole de la Confédération paysanne, mais comme il était syndicaliste à plein temps, il a été remplacé
il a un associé, ils sont sur 260 hectares ou 240 hectares dans Lyon, dans le département de Bernadette, c'est pour ça. Elle le connaît aussi. Et je suis allé voir Philippe quand il a rendu son tablier, mais je suis allé voir parce qu'il est en train, avec son associé, de réintroduire la production laitière sur leur exploitation. C'est-à-dire qu'ils vont consacrer, sur les 260 hectares, ils vont consacrer 80 hectares environ pour nourrir les vaches laitières, lesquelles vaches vont produire du lait pour faire du lait poisse, un fromage à la aussi. Et ce faisant, il va avoir sur sa ferme de la production de fumier évidemment, et donc il va pouvoir améliorer la qualité de cette terre avec l'amendement du fumier, puisqu'une ferme céréalière produit beaucoup de paille, et donc il ne sera pas en manque de paille. Il va, et ce faisant, aussi, au lieu d'être deux, il va être quatre, dont la fille de Philippe Collin et dont le gars qui l'a remplacé pendant ses 6 ans de mandat à la tête de la Confédération paysanne. Je crois que c'est un exemple de reconversion intelligente qui montre qu'il y a d'énormes possibilités, d'autant plus que dans la région de l'Écosse, il n'y a pas beaucoup de production laitière, et eux, ils sont dans la zone de production d'Écosse. Voilà. Je conclue avec ça. Je crois que c'est un exemple assez remarquable.